Bonjour mon fils, bonjour ma fille. Mon nom est Madame Marie Dupont. J'ai 78 ans. Je suis née en 1947, ici dans la région de Provence, et grâce à Dieu, je suis ici aujourd'hui pour raconter cette histoire qui a complètement changé ma vie. Mais avant de commencer, je veux demander une faveur à ceux qui m'écoutent. Si vous trouvez cette histoire intéressante, j'aimerais beaucoup que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne pour suivre d'autres histoires comme celle-ci, car j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Et j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Êtes-vous à la maison, au travail? Laissez un commentaire et dites-moi où vous êtes, car cela signifie beaucoup pour moi de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent vraiment. Bon, je vais commencer cette histoire qui est très difficile à raconter même aujourd'hui, malgré le temps qui a passé. Tout a commencé un jeudi. Vous savez, ce jour ordinaire de la semaine? Eh bien, c'était ça. Le jeudi était le jour où mon mari, son Pierre, se réveillait à 3 du matin. Ce n'était pas tous les jours, non. C'était précisément le jeudi, toujours le jeudi. Et cela se reproduisait chaque mois sans faute. Je restais éveillée, je le sentais se lever du lit, ce bruit du matelas épais, ce grincement que seuls ceux qui vivent ensemble depuis 35 ans connaissent. Je faisais semblant de dormir, mais mon cœur s'accélérait. Vous savez ce petit frisson qui court le long de la colonne vertébrale d'une femme? Celui qu'on ressent quand quelque chose ne va pas? Je le ressentais chaque jour quand arrivait le jeudi. Son Pierre se levait lentement, très lentement, comme s'il ne voulait réveiller personne. Il allait à la salle de bain, j'écoutais l'eau couler. Puis j'entendais ses pas descendre l'escalier de notre maison, la porte de la cuisine s'ouvrir sur le garage, la voiture démarrer, et le voilà qui partait à 3 du matin tout seul, silencieux, comme s'il gardait un secret que personne ne devait connaître, comme s'il portait une culpabilité qui ne lui appartenait qu'à lui. Je suis restée comme ça pendant un temps, feignant de ne rien remarquer, mais la vérité est que j'ai remarqué tout. Quand on vit avec un homme pendant plus de 30 ans, on connaît jusqu'à sa façon de respirer. Vous connaissez le son de ses pas, la façon dont il ferme la porte, la vitesse à laquelle il conduit, et la façon dont un homme respire quand il cache quelque chose est très différente de sa respiration normale. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus coupable. C'est comme si sa respiration portait tout le poids de ce secret. Les nuits sont devenues insupportables pour moi. Je me couchais à côté de lui et je pensais, où va-t-il? Pourquoi spécifiquement le jeudi? Pourquoi de nuit? Pourquoi ne pouvait-ce pas être de jour quand on pourrait faire quelque chose de normal? Parce que s'il était de jour, il pouvait m'amener. Il pourrait dire, « Marie, je sors un peu. Tu viens avec moi ?» Mais le jeudi à 3 du matin n'était pas la conduite d'un mari qui veut amener sa femme, c'était celle d'un homme qui cachait quelque chose de grave, quelque chose qui n'existe que dans l'obscurité, quelque chose de tromperie. Et j'étais absolument certaine que c'était une tromperie. Mon Pierre avait 76 ans à cette époque. Ce n'était plus ce jeune homme que j'avais connu en 1960, quand il est arrivé en ville avec cet uniforme militaire si beau que toutes les filles le regardaient. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? À cette époque, un homme en uniforme, c'était du cinéma. Il avait environ 22 ans, le corps droit, cette assurance de quelqu'un qui sert le pays. J'avais 19 ans. J'étais encore une jeune fille avec toutes mes illusions intactes. Et quand il m'a regardée ce jour-là à la fête de la ville, j'ai senti que c'était le début d'une belle histoire. Eh bien, une histoire que je pensais être belle. Mais maintenant, tant d'années plus tard, il était différent. Les cheveux complètement blancs, le dos un peu voûté, fatigué. Ce corps que je connaissais si bien avait changé. Ses mains tremblaient un peu quand il prenait les choses. Ses yeux étaient plus enfoncés, plus vides. Mais ce regard qu'il avait, ce regard continuait à avoir un secret, continuait à avoir une culpabilité, et je commençais à imaginer des choses de pire en pire chaque jour. Avait-il une aventure à cet âge? Avec qui? Où? Comment un homme de 76 ans, avec de l'arthrite dans le dos, avec cette fatigue que l'âge apporte, pouvait-il être amoureux d'une autre femme? Mon Dieu! Nous avions 3 enfants adultes, 5 petits-enfants. Nous avions une vie entière construite pendant 35 ans. Nous avions des rires partagés, des larmes partagées, des nuits de froid et de chaleur partagées. Comment pouvait-il me faire ça? Pourquoi le ferait-il? L'envie a commencé à ronger mon cœur comme de l'acide.
La méfiance était pire que n'importe quelle douleur physique que j'avais ressentie. Les douleurs au dos, les maux de tête, ces choses disparaissent. Mais la douleur de la méfiance est une douleur qui reste, qui vit en vous et ne part plus. Je me réveillais les autres nuits, les nuits qui n'étaient pas jeudi, et je le regardais dormir, et je ressentais une haine que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une haine profonde, une haine qui me brûlait de l'intérieur comme du feu. Je restais éveillée toute la nuit, l'écoutant respirer, pensant à où il était allé ce jeudi, pensant avec qui, pensant s'il y avait des baisers impliqués, pensant à d'autres choses, des choses qu'une épouse ne veut même pas imaginer. Mon Dieu, comme l'esprit d'une personne fonctionne quand on est désespéré. On invente des histoires qui font encore plus mal. J'ai aussi commencé à remarquer d'autres choses. Revenait-il de la voiture avec ses vêtements un peu froissés, ou était-ce seulement mon imagination? Il revenait avec cette odeur de nuit sur ses vêtements, cette odeur que la madrugada a. J'arrivais même à sentir le col de sa chemise quand il dormait. Je faisais ça. C'est de la folie, n'est-ce pas? Une femme de 43 ans qui sent discrètement les vêtements de son mari pour essayer de découvrir s'il y a du parfum d'une autre femme. Mais la méfiance nous rend fous. Et l'argent? Dépensait-il de l'argent avec cette femme? Étais-je contrôlante avec les comptes? Non, je ne l'étais jamais. Mon Pierre travaillait, je m'occupais de la maison et des enfants. L'argent était le sien, mais je voyais les relevés. Je payais certaines factures, et il y avait certaines choses qui ne correspondaient pas. Des retraits en espèces qui n'avaient aucune explication, des achats dans des magasins qu'il n'avait jamais mentionnés, de petites choses qui, quand on est méfiant, semblent devenir des montagnes. Alors un jour, en parlant avec mon amie Madame Louette, qui était comme une sœur pour moi, j'ai ouvert complètement mon cœur. J'étais tellement remplie d'angoisse que je ne pouvais plus garder le secret. Nous buvions un café, assise dans sa cuisine, et j'ai dit « Louette, mon mari va quelque part tous les jeudis à 3 du matin. Je l'ai remarqué il y a quelques mois. Il part silencieusement, revient 1 ou 2 heures plus tard et fait semblant que rien ne s'est passé. » Louette m'a regardé de cette façon que les vrais amis regardent, avec préoccupation sur le visage, avec cette certitude que quelque chose ne va vraiment pas. Et elle a dit « Marie, tu dois découvrir. Tu mérites de connaître la vérité. Aucune femme ne devrait vivre dans cette incertitude. » Et c'est là que j'ai décidé de le suivre. Ça semble fou, n'est-ce pas? Une femme de 43 ans se réveillant volontairement de nuit, quittant la maison en cachette de son propre mari, montant dans sa voiture juste pour suivre celle de son mari dans la ville. Mais on fait des choses folles quand on est désespéré. On fait des choses qu'on n'imaginerait jamais faire quand on a le cœur brisé et que la méfiance vous ronge comme une maladie. J'y ai pensé pendant des jours avant de le faire. J'ai pensé si c'était juste, pensé si c'était mal, pensé si c'était une trahison de ma part de surveiller mon propre mari. Mais à la fin, j'avais besoin de savoir. L'incertitude me tuait. Ce n'était pas une vie, c'était une agonie quotidienne. Le premier jeudi où j'ai décidé de le suivre, j'ai enfilé un pyjama sombre pour ne pas être trop visible. J'ai pris mon sac, j'ai laissé les clés de ma voiture près de mon lit. Tout était préparé. Quand son Pierre s'est réveillé à 3 du matin, comme d'habitude, j'ai fait semblant de dormir profondément. J'ai même fait quelques bruits de quelqu'un qui dort lourdement, tu sais, pour qu'il ne se doute de rien. J'ai entendu ses pas, la salle de bain, l'escalier, la porte de la cuisine, le garage. Quand j'ai entendu sa voiture démarrer, j'ai attendu environ 5 minutes. Alors j'ai quitté le lit très lentement, très silencieusement. J'ai mis une veste sur mon pyjama, j'ai pris les clés de ma Renault blanche, j'ai ouvert la porte de la maison très soigneusement pour qu'elle ne fasse pas de bruit et je suis sortie. Mon cœur battait trop vite. J'avais peur d'être surprise. J'avais peur de ce que j'allais découvrir. J'avais peur de tout. Les rues de la ville étaient vides de cette façon que seule la nuit peut les laisser. Ce vide effrayant. Très peu de voitures, peu de lumière allumée dans les maisons. Seulement les lampadaires du sodium éclairant les rues vides et sombres. C'était comme si nous étions les seuls éveillés au monde. C'était juste moi et mon Pierre, conduisant dans la nuit en poursuite silencieuse. Je le suivais de loin, ayant très peur qu'il voie ma voiture. Ma Renault était bien visible en ville, tout le monde la connaissait. J'essayais de maintenir la distance. Quand il tournait à gauche,
J'attendais un peu avant de tourner. Quand il prenait une avenue droite, je laissais plusieurs voitures entre nous, s'il y en avait. Mais cette nuit-là, il n'y avait presque personne qui conduisait. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pensais qu'il pouvait l'entendre de loin. Sérieusement, c'était ce battement accéléré que tu ressens quand tu es très nerveux, très effrayé. Je sentais mon visage brûler malgré le froid de la nuit. Mes mains tremblaient quand j'agrippais le volant. Mon Pierre conduisait sans se presser. Il ne fuyait pas rapidement, comme quelqu'un qui veut cacher quelque chose à grande vitesse. Non, il conduisait normalement, calmement, comme quelqu'un qui connaît bien le chemin, comme quelqu'un qui le faisait depuis longtemps. Tellement longtemps que c'était devenu une routine. Chaque courbe qu'il prenait, je la prenais aussi. Chaque feu de circulation où il s'arrêtait, je m'arrêtais quelques voitures en arrière, ou s'il n'y avait pas de voiture, je m'arrêtais simplement loin. Et nous avons continué comme ça, silencieux, dans les rues de la nuit, comme un bal macabre où seuls nous dansions. Nous avons passé la rue principale de la ville, nous avons passé le marché fermé, nous avons passé la place, nous avons passé tout ce que je connaissais. Et puis il a tourné dans une rue que je connaissais très bien, l'avenue des Martyrs. Mon cœur a commencé à battre différemment, parce que je savais exactement où cette rue menait. Et ce n'était pas vers la maison d'une femme, non. C'était vers un endroit que je n'aurais pas attendu, même dans mes pires pensées. Un endroit qui était encore plus effrayant que l'idée d'une tromperie commune. Mon Pierre a tourné pour entrer au cimetière. Mon Dieu du ciel. Cimetière. Ce endroit où on ne va que quand on a perdu quelqu'un, quand on est en deuil, quand on doit aller parler aux morts, parce qu'il n'y a personne de vivant pour parler. Et mon mari y allait seul tous les jeudis à 3 du matin. Je ne comprenais rien. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ça. J'ai garé ma Renault dans une rue latérale bien loin et j'ai éteint le moteur. J'ai jeté un coup d'œil par la vitre de la voiture et j'ai vu mon Pierre descendre de la sienne. Il portait ce manteau marron qu'il portait pour tout. Le même manteau depuis des années. Il a pris quelque chose sur le siège arrière, mais il faisait trop sombre pour que je voie clairement ce que c'était. Ça ressemblait à une fleur? Je ne suis pas sûre. Mon Pierre a marché vers la porte du cimetière et il est entré. J'ai ressenti un froid différent de celui que la nuit apporte. Un froid qui vient de l'intérieur, le froid de la peur, de l'inconnu, de ce qu'on ne peut pas contrôler. Je suis restée là assise dans la voiture, tremblant un peu, pensant « Est-ce que je devrais descendre? Est-ce que je devrais le suivre à l'intérieur? Est-ce que j'aurais le courage de faire ça ?» Quelques minutes ont passé, 10 minutes, 15. Je ne savais pas combien de temps. Le temps a passé étrangement cette nuit-là. Il semblait passer vite et lentement à la fois. Alors je n'ai pas pu tenir plus longtemps. J'ai ouvert la porte de la voiture aussi silencieusement que possible et je suis descendue. Mes jambes tremblaient. J'ai marché vers la porte du cimetière. La porte était ouverte. J'ai entré et là-dedans, malgré toute cette obscurité que seul le cimetière la nuit peut avoir, j'ai pu voir mon Pierre. Il était loin, très loin, marchant entre les pierres tombales. Je l'ai suivi, mais en maintenant la distance derrière les arbres quand j'en avais, derrière les pierres tombales elles-mêmes, comme un fantôme poursuivant un autre fantôme. Le cimetière est un endroit trop étrange pour être la nuit. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Quand on visite de jour, avec le soleil, avec d'autres gens autour, c'est un endroit normal, un endroit de souvenir. Mais la nuit, seule, c'est comme être dans un autre monde. Les pierres tombales semblent prendre vie. Les ombres bougent, le vent fait des bruits étranges. Mon Pierre s'est arrêté à une certaine hauteur. Il s'est arrêté là, regardant vers l'avant. Je me suis approchée un peu plus, mais toujours à distance, derrière un grand arbre qui était là. Et là, je l'ai vu. J'ai vu exactement où il était. Il était devant une pierre tombale. Une pierre tombale ancienne? Des anciennes, vraiment? De quand? Il a levé la main et a touché la pierre tombale. Il l'a touchée avec cette tendresse qu'on n'a que pour les personnes très importantes, les personnes qu'on a aimées beaucoup. Et là, j'ai vu la fleur qu'il avait à la main. C'était une rose rouge entière, très belle, bien soignée. Mon Pierre a placé la rose devant la pierre tombale et là, même de loin, même dans l'obscurité, j'ai entendu. J'ai entendu
parce que le silence du cimetière, la nuit, amplifie tout. Il a commencé à pleurer. Ce n'était pas un pleurer discret, c'était un pleurer de quelqu'un qui ne peut plus retenir, de quelqu'un qui porte une douleur depuis longtemps et la laisse sortir d'un coup. Mon cœur s'est emballé. Mon Dieu, qu'était-ce? Pourquoi mon mari pleurait-il devant une pierre tombale? Quelle personne importante pour lui était décédée? Quelle personne que je ne connaissais pas, parce que mon Pierre n'avait jamais beaucoup parlé de mort avec les enfants. Il était un homme de peu de sentiments, tu sais? Cette génération ne s'exprimait pas beaucoup, mais là, à ce moment, il s'exprimait pure douleur. Je me suis approché plus près, très lentement. Il était tellement concentré sur ses pleurs qu'il ne m'a pas remarqué. J'ai pu lire la pierre tombale, j'ai pu voir ce qui était écrit là, et quand j'ai lu le nom, mon monde entier s'est effondré. Rosalie Martin Dubois, 1939 à 1961. Ce nom était un nom que mon mari n'avait mentionné qu'une seule fois dans toute notre vie de mariage. Une seule fois. C'était dans les années 70, environ 10 ans après notre mariage. Il buvait, ce qu'il faisait pratiquement jamais, et il a dit « Marie, on a de la chance d'être ensemble. Il y a des gens qui perdent l'opportunité. » C'était tout. Il n'en a plus jamais parlé. Jamais. Et là, je me suis souvenu. Je me suis souvenu d'une vieille conversation avec sa mère. Mère Françoise avait mentionné une fois, quand elle était encore vivante, dans les années 80. « Pierre avait une petite amie avant toi, Rosalie. Une fille si belle, pauvre. Elle est morte jeune. » C'était tout. La mère avait mentionné ça en passant, comme quelqu'un parle de quelque chose d'ordinaire. Mon Pierre avait été très silencieux quand la mère a parlé. Très silencieux, vraiment. Mais je n'avais jamais posé plus de questions sur ça. J'étais jeune, j'étais amoureuse, j'étais heureuse. Pourquoi j'aurais voulu savoir sur une ancienne petite amie? Ça ne m'intéressait pas. C'était le passé ou c'est ce que je pensais. Maintenant, là dans ce cimetière, à 3 du matin, lisant ce nom sur la pierre tombale, tout avait du sens. Tout, les secrets, les larmes, les jeudis, les 35 ans qu'on avait ensemble, tout avait du sens. Maintenant, Rosalie était morte avec 22 ans. J'ai compté rapidement dans ma tête. Elle est née en 1939 et morte en 1961. C'était avant que mon Pierre me connaisse. C'était avant qu'il m'épouse. C'était il y a plus de 40 ans qu'il a commencé à venir ici. Mon Pierre a quitté ses pleurs petit à petit. Il respirait profondément. Ce corps de lui qui était courbé, accablé, semblait porter le poids du monde entier. Il s'est tenu là, en silence, regardant la pierre tombale. Il ne parlait rien, ne faisait rien, seulement regardait. Comme si cette pierre tombale gardait toutes les réponses de sa vie. Et là, il a fait quelque chose qui m'a gelé. Il a touché la pierre tombale de nouveau, cette fois avec les 2 mains. Il l'a touchée avec cette tendresse impossible à décrire. Cette tendresse qui n'existe qu'entre 2 personnes qui se sont aimées beaucoup. Et il a chuchoté quelque chose. Je n'arrivais pas à bien entendre, mais il semblait parler avec elle, parler avec la morte, converser avec Rosalie comme si elle était là. Mon Pierre a resté là environ 20 minutes. 20 minutes en silence, seulement touchant cette pierre tombale, parfois passant la main sur la rose qu'il avait placée. Et pendant tout ce temps, mon cœur battait la chamade. Je me sentais comme si j'avais une crise cardiaque, cette sensation que le sol allait disparaître sous mes pieds. Alors il a quitté. Il s'est tourné et a marché de retour vers la sortie du cimetière. J'ai dû sortir rapidement de derrière cet arbre et revenir sur le chemin. Mon Pierre ne m'a pas vu. Il a quitté le cimetière, est monté dans sa voiture et a conduit de retour à la maison. Je suis restée là. Je suis restée là, debout, seule au cimetière, dans cette obscurité, avec ce froid. Et je me suis approchée de la pierre tombale. Je me suis rapprochée, très près, pour mieux lire ce qui était écrit. Rosalie Martin Dubois, 1939, aimée de tous ceux qui l'ont connue, repose en paix. Et sous l'inscription principale, il y avait plus. Il y avait une phrase qui semblait être un peu usée par le temps, comme si elle avait été touchée beaucoup, beaucoup de fois au fil des années. La phrase disait « toujours au cœur de ceux qui ont su aimer ». Mon Dieu, à ce moment, tout s'est effondré, tout s'est désintégré en moi.
Mon mariage entier avait été un mensonge. Ce n'était même pas une tromperie ordinaire de ce genre qu'on imagine. Ce n'était pas une autre femme vivante. C'était une femme qui était déjà morte depuis plus de 40 ans. Mon mari était venu visiter cette tombe tous les jeudis, religieusement, pendant 35 ans de mariage, tous les jeudis, pendant 35 ans. Cela signifiait que quand on s'est connus en 1960, il était encore amoureux de Rosalie. Quand on s'est marié en 1963, il était encore amoureux. Quand notre premier enfant est né, en 1964, il était encore amoureux. Quand notre deuxième enfant est né, en 1967, il était encore amoureux. Quand le troisième est né, en 1970, il était encore amoureux. Quand on a acheté cette maison qu'on avait économisée, en 1975, il était encore amoureux. Quand ma mère est morte, quand la famille entière a traversé des crises, quand nous avons voyagé, quand nous avons partagé des joies, quand nous avons partagé des douleurs, il était encore amoureux. Et tous les jeudis, tandis que je dormais, tandis que les enfants dormaient, tandis que le monde dormait, mon mari quittait la maison pour visiter la femme qu'il avait vraiment aimée. La femme qu'il n'avait jamais oubliée, la femme qui, même morte, était plus importante que moi. Je suis tombée à genoux dans ce cimetière, littéralement tombée. Mon pyjama maintenant sale de la terre sombre du cimetière. Et j'ai pleuré. Pleurer de cette façon qu'on pleure quand on découvre une vérité qui casse tout ce qu'on croyait être vrai. Je suis restée là combien de temps? Je ne sais pas. 1 heure? 2? Le temps avait perdu du sens. Je me souviens seulement qu'à un moment, la nuit a commencé à s'éclaircir un peu. Le ciel a commencé à être un peu moins noir, et j'étais là seule au cimetière avec cette rose rouge que mon mari avait laissée et la certitude absolue que mon mariage entier, celui que je pensais être beau, celui que je pensais être vrai, avait été un mensonge du début à la fin. Mon corps faisait mal quand je me suis levée. Mon cœur faisait encore plus mal. Je suis retournée à la voiture avec des jambes fragiles, comme si elles ne pouvaient pas me porter. J'ai conduit de retour à la maison. Mon Pierre était déjà là couché au lit, feignant de dormir, comme si toute cette nuit avait été normale, comme si tous ces pleurs avaient été seulement un rêve. Je suis entrée à la maison, j'ai fermé la porte lentement, j'ai monté les escaliers, je suis entrée dans la chambre, j'ai ôté la veste, je me suis couchée de l'autre côté du lit, maintenant la distance, et la couchée, tremblant, j'ai fait semblant de me réveiller quand il se réveillait. J'ai fait semblant que c'était un matin normal. J'ai fait semblant que mon monde entier ne s'était pas effondré cette nuit, mais ce n'était jamais normal après. Je n'ai pas dormi cette nuit, ni la suivante, ni beaucoup d'autres qui ont suivi. On dit que l'insomnie, c'est quand on ne peut pas dormir, mais ce n'était pas l'insomnie, c'était du désespoir. C'était mon corps refusant de se reposer parce que mon cerveau ne pouvait pas arrêter de traiter tout ça. Je suis restée couchée à côté de lui, dans l'obscurité de la chambre, l'écoutant respirer. Et chaque respiration semblait comme une tromperie. Chaque mouvement qu'il faisait semblait chargé de culpabilité. Je voulais crier, je voulais le réveiller et exiger des explications, mais je n'ai rien fait. Je suis restée là tranquille, laissant le silence faire son travail de destruction. Quand le jour s'est levé, tout semblait différent. La lumière qui entrait par la fenêtre n'illuminait plus cette chambre comme avant. Cette lumière maintenant révélait une vérité que j'avais eue dans la maison toute la nuit. Mon Pierre s'est réveillé comme d'habitude, s'est levé, a été à la salle de bain et descendu à la cuisine. Aucune différence dans son comportement, aucun changement. Il ne savait pas que je savais. J'ai préparé du café. Ce café que je faisais tous les jours depuis plus de 30 ans, toujours de la même façon. Il l'a bu de la même façon qu'il le buvait toujours, avec un peu de sucre, sans lait. Et on s'est regardé ce matin et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai cherché dans son visage des indices. J'ai cherché des signes de qui il était vraiment, parce que je ne reconnaissais pas cet homme assis devant moi. Nos 3 enfants dormaient encore. C'étaient des adolescents à cette époque. Ils avaient leur vie, leurs amis, leurs problèmes. Ils ne percevaient rien, ou peut-être qu'ils percevaient et ne parlaient pas. Les enfants ne parlent pas de ces choses à la mère. J'ai passé toute la journée avec cette connaissance pesant sur ma tête. J'ai préparé le dîner, j'ai rangé la maison, j'ai lavé les vêtements,
J'ai fait toutes les choses qu'une femme mariée fait tous les jours. Mais rien de ça n'avait plus de sens. Rien, parce que chaque action que je faisais, je la faisais, sachant qu'il y avait un vide à la place où devrait être l'amour de mon mari. Les jours suivants, j'ai commencé à l'observer différemment, observer avec cette nouvelle connaissance, avec cette certitude qui fait mal. J'ai remarqué des choses que j'aurais dû remarquer des années plus tôt si j'avais pu voir. Il passait la majeure partie du temps isolé, lisant le journal seul, assis sur la véranda, regardant rien. Il ne parlait pas beaucoup avec moi, ne parlait pas beaucoup avec les enfants. Il semblait toujours être ailleurs, dans un autre temps. Et les vendredis, après ce jeudi soir, c'était pire. Il semblait être intoxiqué par quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Il buvait un peu, ce qui n'était pas habituel. Il devenait agressif. Non, physiquement non. Mon Pierre ne m'a jamais levé la main, mais il y avait des façons beaucoup plus cruelles de me faire mal. Il y avait l'indifférence, il y avait le mépris. J'ai commencé à me rassembler du courage pour le confronter. Plusieurs jours ont passé, 1 semaine entière, 2 semaines. Je respirais profondément chaque nuit, pensant « Demain je parle, demain je pose la question, demain j'exige la vérité. » Mais demain arrivait et je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Comment accusez-vous quelqu'un que vous aimez d'être amoureux d'une femme morte depuis plus de 40 ans? Comment commencez-vous une conversation comme ça? Alors, un jeudi, tandis qu'il dormait, j'ai fait quelque chose que j'avais peur de faire. J'ai cherché dans la maison. J'ai cherché dans les tiroirs, dans les poches, dans les endroits où les hommes gardent habituellement les choses qu'ils ne veulent pas que quiconque sache. Ça semble invasif, c'était. Mais j'étais désespérée. J'avais besoin de savoir plus. J'avais besoin de preuves que tout ça était réel. J'ai trouvé dans un tiroir de la table de nuit, sous de vieux documents, une boîte en bois, petite, délicate, du genre de boîte que les hommes gardent avec des choses d'importance. J'ai ouvert avec le soin de quelqu'un qui fait quelque chose d'interdit. À l'intérieur, il y avait des photos en noir et blanc, trop anciennes, des années 50. Et sur une d'elles, il y avait mon Pierre, beaucoup plus jeune, avec environ 22, 23 ans, à côté d'une jeune fille. Elle était belle, très belle. Elle avait ce visage doux, ce sourire vrai que les gens avaient à cette époque. Ce visage que j'ai reconnu de la pierre tombale était Rosalie. Sur la photo, mon Pierre avait le bras autour d'elle. Il avait ce sourire que je ne l'avais pas vu me diriger depuis des années. Peut-être jamais. C'était le sourire de quelqu'un qui était vraiment amoureux, de quelqu'un qui était vraiment heureux. Il y avait plus de photos, plusieurs. Rosalie à différents âges, toujours belle, toujours souriante, toujours à ses côtés. Et sur chaque photo, mon Pierre semblait être une personne différente, une personne plus vivante. Il y avait aussi des lettres écrites à la main, avec cette écriture élégante que les gens de l'époque avaient. Je ne les ai pas toutes lues. Je ne pouvais pas, parce qu'après avoir lu les premières lignes de la première lettre, ce papier a commencé à être brouillé par mes larmes. La lettre commençait par « Mon amour ». Mon amour. Après 35 ans de mariage avec moi, mon Pierre avait des lettres avec mon amour écrites pour Rosalie. Des lettres qu'il gardait comme si c'était le plus grand trésor qu'il avait. J'ai remis tout à sa place exactement comme c'était. Je ne voulais pas qu'il sache que je savais. Pas encore, parce que j'avais besoin de temps. J'avais besoin de traiter ça. Cette nuit-là, je n'ai pas fait semblant de dormir. Je me suis couchée réellement éveillée, attendant. Et quand il s'est réveillé à 3 du matin, comme toujours, je l'ai entendu quitter la maison. Et cette fois, j'ai me levé aussi. J'ai pris la boîte en bois avec les photos et les lettres et je me suis assise au salon seule, lisant tout ça sous la faible lumière de la lampe. J'ai lu toutes les lettres. Chacune d'elles était un coup dans ma poitrine. Rosalie écrivait avec une délicatesse que je n'avais jamais eue. Elle parlait de ses sentiments avec une poésie que je n'ai jamais pu. Elle disait des choses comme « Mon Pierre, tu es mon éternité », disait « Quand je suis avec toi, je sens que la vie a du sens ». Et puis, dans cette même boîte, il y avait une coupure de journal jauni de 1961. La nouvelle était petite, mais dévastatrice. Jeune fille meurt dans un accident de vélo. Il y avait des détails. Rosalie était sortie à vélo un week-end, avait été frappée par une voiture.
Elle est morte en chemin pour l'hôpital. Elle avait 22 ans. Mon Pierre avait 23 ans quand elle est morte. Il venait de perdre la femme de sa vie, la femme qu'il considérait comme son éternité. Et selon ce vieux journal qui était dans ma main, il avait été identifié comme le fiancé de Rosalie Martin-Dubois. Il avait été son fiancé, ils planifièrent de se marier et elle est morte. Et après il m'a connu. 3 ans après, il a connu une jeune fille à une fête de ville. Une jeune fille de 19 ans qui n'avait aucune idée de ce qu'il portait en lui. Une jeune fille qu'il aimait avec toute l'ingénuité de la jeunesse. Une jeune fille qui était destinée à être le prix de consolation d'un homme qui n'a jamais surmonté son vrai amour. Quand mon Pierre est revenu de ce cimetière cette nuit-là, je l'attendais assise au salon, avec toutes les lumières allumées, avec la boîte en bois devant moi. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Son visage a perdu toute couleur. Il savait. À cet instant, il a su que j'avais découvert tout. On s'est regardé en silence, un silence qui a duré une éternité. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas planifié de faire. Au lieu de crier, au lieu de me plaindre, au lieu d'exiger des explications, j'ai commencé à pleurer. Pleurer de cette façon incontrôlée, ce pleurer qui sort de l'intérieur, qui fait mal au corps entier. Et me voyant pleurer comme ça, mon Pierre a aussi tombé. Littéralement tombé par terre et a commencé à pleurer aussi. Pleurer comme quelqu'un qui pouvait enfin arrêter de faire semblant, comme quelqu'un qui avait gardé un secret si lourd pendant si longtemps que c'était lui faire trop mal. Il a parlé, pour la première fois en 35 ans, il m'a parlé de Rosalie, m'a parlé de comment il l'avait aimée, comment il avait planifié une vie avec elle, comment elle était son premier choix en tout, comment il avait essayé de continuer quand elle est morte et m'a connue quelques années après, comment il m'a épousée en pensant que c'était le bon choix à faire, que c'était l'adulte à faire. Mais la vérité était simple. Il n'avait jamais arrêté d'aimer Rosalie. Et j'avais passé 35 ans de ma vie, étant le second choix d'un homme qui portait encore le premier dans son cœur. 35 ans. À ce moment, assise là au salon sombre de la nuit, avec mon mari en larmes au sol de ma maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai ressenti que toute ma vie avait été un joli mensonge. Un mensonge fait avec bonnes intentions, peut-être, mais un mensonge quand même. Mon Pierre a parlé pendant des heures, des heures. Il a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues, des histoires qu'il avait gardées en lui comme un secret empoisonné. Il a parlé de Rosalie depuis le début, comment il l'a rencontrée en 1958, quand elle avait 19 ans et il avait 20. Comment c'était l'amour à première vue? Comment ils planifièrent de se marier en 1961, mais elle est morte avant que le mariage n'ait lieu. Il a parlé de ces années après sa mort, les années où je n'existais même pas encore. Comment il a essayé de vivre une vie normale. Comment il a essayé de l'oublier. Comment il a bu pour oublier. Comment il est sorti avec d'autres femmes. Mais aucune d'elles n'était elle. Aucune d'elles ne remplissait ce vide. Et là, il m'a parlé de moi, de comment il m'a rencontré en 1960. Oui, en 1960, 1 an avant la mort de Rosalie. Il me connaissait déjà quand il était fiancé à une autre femme. C'était une découverte qui faisait plus mal que tout. Il m'avait connu, m'avait parlé, peut-être avait même un intérêt en moi tandis qu'il était engagé à Rosalie. Rosalie est morte en 1961 et lui, il a attendu 2 ans. 2 ans de deuil, de douleur, d'essayer de traiter cette perte. Et alors en 1963, quand il pensait qu'il pouvait vivre de nouveau, il m'a cherché. J'étais là près de lui, j'étais viable, j'étais jeune et belle, et j'étais disponible. Et il m'a épousée. Mais on n'épouse pas quelqu'un parce que cette personne est viable, on épouse parce qu'on aime, on épouse parce qu'on voit un futur, et mon Pierre m'avait épousée, sachant qu'il ne m'aimait pas comme il avait aimé Rosalie, sachant que je serais toujours la seconde, sachant qu'il y avait un espace dans son cœur qui serait éternellement occupé par une femme morte. Il a parlé des visites au cimetière comme si elles étaient sacrées. Il a dit qu'il a commencé à y aller régulièrement chaque jeudi, parce que jeudi était le jour où il avait proposé le mariage à Rosalie. Chaque jeudi, il allait se souvenir, allait garder vivant ce souvenir, allait garder vivante cette personne qui avait été sa vraie raison de vivre. Et pendant tout ce temps, j'étais à la maison, dormant, m'occupant des enfants, faisant le dîner,
vieillissant, vivant une vie qui n'était pas vraiment la mienne, parce que j'étais à côté d'un homme qui était ailleurs, un homme qui chaque nuit, quand il se couchait à mon côté, pensait à une autre femme. J'ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais dit, pourquoi il avait gardé ça en lui comme un cancer. Il n'a pas répondu correctement. Il a resté silencieux pendant très longtemps. Et là, il a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de poing. Il a dit qu'il avait peur. Peur que je le rejette, peur que je le quitte, peur de rester seul de nouveau. Alors, fondamentalement, il avait choisi de me garder avec un mensonge, de me maintenir dans une vie entière d'illusions, parce qu'il avait peur d'être seul. Il avait préféré me trahir émotionnellement chaque jour plutôt que de confronter cette peur. Chaque jour, pendant 35 ans. Cette nuit a duré une éternité, ou a passé très rapidement. Le temps avait perdu du sens. À un moment, mon Pierre a essayé de s'approcher de moi, a essayé de m'embrasser et je l'ai repoussé. Je ne pouvais même pas supporter son contact à ce moment. Les jours suivants, la maison est devenue différente, lourde, comme si la vérité avait occupé chaque coin de ce lieu. Je passais près de lui et je ressentais de la rage. Je ressentais du mépris, je ressentais de la pitié, et pire que tout, je ressentais encore de l'amour. Parce qu'on ne retire pas l'amour d'une place dans son cœur seulement parce qu'on a découvert que cet amour n'était pas réciproqué de la façon qu'on imaginait. Les enfants ont commencé à remarquer. Ils ont remarqué que les choses avaient changé entre nous. La dynamique de toute la maison avait changé, mais personne n'a posé de questions. C'était comme ça que les familles traitaient les mauvaises choses à cette époque. On fait semblant de ne pas voir, on fait semblant que tout est normal, et finalement, on croit que c'est, mais ce n'était pas. Ce n'était pas normal. J'ai commencé à sérieusement penser à partir, penser à quitter mon Pierre. J'avais 43 ans. J'étais assez jeune pour commencer une nouvelle vie, non? J'avais encore quelques années à vivre devant moi. Pourquoi je devrais gaspiller ces années en vivant un mensonge? Mais alors je pensais aux enfants qui avaient des parents ensemble. À une époque où le divorce était une chose honteuse, à une époque où une femme qui quittait son mari était vue comme un échec. Mes enfants souffriraient, seraient jugés, pouvaient même être rejetés. Et je pensais à moi, à qui j'étais sans ce mariage, parce que tandis que j'étais mariée, j'avais une identité. J'étais l'épouse de mon Pierre. J'étais la mère de nos enfants. J'étais propriétaire de cette maison. Si je partais, qui serais-je? Une femme seule, divorcée, sans revenu propre, parce que j'avais passé 35 ans à m'occuper de la maison. À cette époque, années 70, la femme ne travaillait pas si elle ne devait pas. La femme s'occupait de la maison, la femme s'occupait des enfants, la femme s'occupait du mari. Et si on sortait de cette vie, on devenait un échec social, une anomalie. Alors, j'ai fait ce que beaucoup de femmes font quand elles découvrent qu'elles ont été trahies de cette façon. Je suis restée, mais j'ai resté différente. J'ai arrêté de sourire de cette façon que je souriais. J'ai arrêté d'interagir avec affection. J'ai arrêté de chercher mon Pierre au lit. On dormait dans la même chambre, mais dans des coins séparés, comme deux étrangers qui partageaient la même maison par circonstance. Et j'ai continué à observer ces jeudis, parce qu'après cette confrontation, il a continué à aller, à continuer à visiter le cimetière, à continuer à laisser des fleurs, à continuer à avoir une relation avec une morte que je ne pouvais pas rivaliser. Alors j'ai commencé à faire mes propres choses. Après tant d'années étant seulement l'épouse, après tant de temps mettant ses désirs avant les miens, j'ai commencé à vivre pour moi. J'ai commencé à me trouver dans de petites choses. Je suis sortie avec mes amis. Madame Louette est devenue encore plus importante pendant ce temps. On allait chez elle, prenait du café, parlait de la vie. Personne ne savait ce qui s'était passé. Personne ne savait que mon mariage s'était effondré comme ça. Mais Louette percevait que j'avais changé et elle respectait ça. J'ai commencé à lire plus. Je n'avais jamais eu le temps de lire. Il y avait toujours quelque chose à faire à la maison. Mais maintenant je me faisais du temps. Je prenais des livres à la bibliothèque, m'asseyais sur la véranda et lisais. Ces livres me menaient à des endroits que mon corps ne pouvait pas aller. Me laissaient être quelqu'un qui n'était pas seulement une femme trahie. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi.
J'ai fait mes cheveux différemment. J'ai acheté des vêtements neufs. Ce n'était pas pour impressionner quelqu'un, c'était pour moi. C'était pour me rappeler que j'existais au-delà de ce mariage faux. Mon Pierre percevait tout ça. Percevait que j'avais changé, et il souffrait de ça parce qu'il avait perdu le contrôle qu'il avait. Tandis que j'étais là m'occupant de lui, petite, tranquille, il avait du contrôle. Mais maintenant que j'avais trouvé une façon de vivre qui ne dépendait pas de lui, il ne savait pas comment gérer. Nous avons continué à être mariés, avons continué à vivre sous le même toit, avons continué à être perçus comme un couple, mais nous étions devenus deux étrangers qui partageaient une maison et une histoire. Et chaque jeudi à 3 du matin, j'entendais la porte du garage s'ouvrir et je restais éveillée, sachant exactement où il était, sachant qu'il était là, dans ce cimetière, visitant la femme qu'il devrait avoir enterrée quand elle est morte, mais qu'il insistait pour garder vivante en lui. Je pouvais avoir ressenti de la rage. J'aurais dû ressentir de la rage, et en partie, je la ressentais. Mais ce que je ressentais plus fort était de la pitié. Pitié pour un homme qui avait passé la vie entière vivant dans le passé. Pitié pour quelqu'un qui ne pouvait pas laisser aller. Pitié pour une vie gaspillée en deuil pour quelqu'un qui était déjà parti il y a longtemps. Et pitié pour moi. Pitié pour moi-même pour avoir permis que ça arrive, pour avoir cru que mon amour était assez pour remplir ce vide, pour avoir pensé que je pouvais être assez pour quelqu'un qui avait choisi une ombre au lieu d'une personne réelle. Les années ont continué de passer, les enfants ont grandi, les petits-enfants sont arrivés, avons continué à vivre cette farce de couple. Personne ne savait, personne ne devait savoir. C'était son secret sur cette première femme, le mien sur cette vie entière qui me sentait ne pas être vraiment la mienne. Mais ce secret pesait trop. Et chaque jeudi soir, je sentais ce poids descendre sur ma poitrine comme une roche. Plus d'années ont passé, beaucoup d'années. Les années 80 sont arrivées et sont parties. Les années 90 aussi. Mon Pierre a vieilli et j'ai vieilli avec lui. Mais on a vieilli en silence, en séparation, dans ce genre de compagnie qui est plus seule que n'importe quoi d'autre. Je continuais à faire mes choses, continuais à lire, continuais à sortir avec Madame Louette, continuais à exister dans cette maison, mais d'une façon qui était seulement la mienne. Les enfants se sont mariés, ont eu leurs propres problèmes, leur propre vie. Personne ne percevait que ce mariage était un mariage de façade. Mon Pierre continuait à visiter le cimetière chaque jeudi, religieusement, comme si c'était une obligation, une dette qu'il devait payer au fantôme de Rosalie. Il n'en a plus jamais parlé. Après cette nuit, on n'a jamais plus parlé de ce sujet. C'était comme s'il y avait un accord non parlé entre nous. Il visitait la morte et je faisais semblant de ne pas savoir. On continuait à vivre la vie. Mais en moi, quelque chose avait changé. Au début, c'était de la rage, c'était une haine profonde qui me réveillait la nuit. C'était une sensation d'avoir été volé. Parce que c'est comme ça qu'on se sent quand on découvre qu'on était le second choix. On se sent volé. Volé d'une vie réelle, volé d'un véritable amour. Mais petit à petit, avec le passage des années, cette rage s'est transformée. Elle n'a pas disparu, non, mais a changé de forme. Elle est devenue moins aiguë, est devenue plus comme une cicatrice. Ce genre de cicatrice qu'on porte et se rappelle toujours ce qui s'est passé, mais qui ne fait plus mal de la même façon. J'ai commencé à comprendre mon Pierre d'une façon que je ne l'avais jamais compris avant. J'ai commencé à voir qu'il était une victime aussi, pas de la même façon que moi, mais était une victime d'une perte qu'il n'avait jamais traitée correctement. Était une victime d'un deuil que personne ne t'enseigne comment gérer quand tu es à cette époque. Dans les années 50, tu ne vas pas à la thérapie, tu ne parles pas de tes sentiments, tu enterres tout ça bien profond et essaies d'avancer. Et mon Pierre avait essayé d'avancer, avait épousé, avait eu des enfants, avait travaillé, avait construit une vie. Mais ce deuil était là pulsant, toujours présent, toujours demandant de l'attention. Et il avait choisi de me punir, parce qu'au final, c'était ça qu'il faisait. Visitant ce cimetière tous les jeudis, il me punissait pour ne pas être Rosalie. Me punissait d'avoir survécu quand Rosalie était morte. Me punissait d'exister dans un monde où elle n'existait plus. Mon Pierre avait 85 ans quand il a commencé à tomber malade. C'était 1995 ou 1996, je ne me souviens pas exactement.
Toutes les années se sont mélangées dans ma mémoire. Il a eu une crise cardiaque, rien de très grave. Les médecins ont dit. Mais c'était un avertissement. C'était à la vie, disant qu'il ne serait pas ici pour toujours. Et quelque chose a changé après cette crise cardiaque. Cette peur de la mort nous fait reprioritiser. Mon Pierre a commencé à être encore plus tranquille, plus pensif. J'ai commencé à remarquer qu'il passait des heures entières assis sur la véranda, regardant rien, comme s'il avait des conversations intérieures très importantes. Un après-midi, il m'a appelé, m'a demandé de m'asseoir à côté de lui. On s'est tenu en silence pendant très longtemps. J'étais nerveuse. Je ne savais pas si je devais parler quelque chose, si je devais attendre qu'il parle. Mais finalement, il a commencé à converser. Il a parlé de Rosalie de nouveau, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas ce ton désespéré d'avant. C'était le ton de quelqu'un qui essayait de faire la paix avec le passé. Il a dit qu'il visitait le cimetière parce qu'il sentait que c'était sa façon de garder sa mémoire vivante, que c'était sa façon de ne pas laisser la mort l'effacer complètement. Mais il a dit aussi qu'il avait perdu tant d'années vivant ce deuil. Il avait arrêté de vivre vraiment, avait gaspillé une vie avec quelqu'un qu'il aimait et avait dépensé toute l'énergie se sentir désolé pour quelqu'un qui était déjà parti. Et là, à ce moment, assis sur la véranda avec moi, mon Pierre a dit une chose qui a changé tout. Il a dit qu'il était vraiment désolé. Vraiment très désolé d'avoir fait ça, de m'avoir amené dans sa vie, sachant qu'il ne pourrait pas me donner ce que je méritais, d'avoir choisi un fantôme au lieu de choisir la personne qui était à ses côtés tous les jours. Il a pleuré. À ce moment, aux 85 ans, mon Pierre a pleuré comme un enfant, et pour la première fois en beaucoup d'années, je l'ai embrassé, pas par amour romantique, parce que ça avait disparu il y a longtemps, mais par compassion, par ce genre d'amour qui surgit quand on finalement peut comprendre la souffrance d'une autre personne. Après ce jour, quelque chose a changé entre nous. On a commencé à converser de nouveau, pas comme mari et femme amoureux, mais comme deux personnes qui avaient passé une vie entière ensemble et finalement pouvaient se comprendre. J'ai demandé s'il visitait toujours le cimetière. Il a dit que oui, mais que maintenant c'était avec une autre signification. Ce n'était plus pour vivre dans le passé, c'était pour faire la paix avec cette partie de sa vie. C'était pour remercier Rosalie pour cet amour qui l'avait transformée complètement. Et après, la laisser reposer en paix une fois pour toutes. Et il m'a demandé si je voulais aller avec lui une fois. Cette question m'a effrayée, mais j'ai dit oui, parce que je devais aussi faire la paix. Je devais affronter cette femme, ce fantôme qui avait hanté mon mariage pendant 35 ans. On est allé un jeudi soir, pas à 3 du matin comme avant. C'était une soirée normale. On est allé en voiture, tous les deux en silence. On est arrivé au cimetière, on a entré et on a marché jusqu'à cette pierre tombale. Rosalie Martin Dubois, 1939 à 1961. Ce nom que j'avais lu 1000 fois dans mon esprit. Ce nom qui avait occupé tant d'espace dans mon cœur, malgré que celui qu'il portait soit mort. Mon Pierre a laissé des fleurs, une rose rouge, comme toujours, mais cette fois-ci, il s'est tourné vers moi et m'a demandé pardon. Excuse sincère, excuse qui venait d'un endroit profond. Il a dit qu'il avait amené une bonne femme pour rivaliser avec un fantôme, que c'était injuste, que c'était cruel, même sans intention, qu'il avait volé les années de mon bonheur, parce qu'il ne pouvait pas laisser Rosalie aller. Et moi, dans ce cimetière, devant cette pierre tombale, je l'ai pardonné. Pas parce que c'était facile. Pardonner n'est jamais facile, mais parce que je devais aussi laisser ça aller. Parce que porter cette rancœur était comme porter une pierre dans la poitrine. Et j'étais fatiguée de porter. J'ai dit à lui que je comprenais qu'on ne choisit pas qui on aime, que je comprends que le deuil est une chose qui ne sort jamais complètement de toi, que je comprenais qu'il avait fait le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait à ce moment, mais que j'avais appris une chose importante pendant toute cette vie. Avait appris que je méritais plus, que toute femme méritait plus, méritait être le premier choix, méritait être aimée vraiment, méritait avoir un partenaire qui la voyait et la choisissait chaque jour. Et que même si j'avais perdu ça avec mon Pierre, je n'allais pas perdre plus de temps à pleurer sur ça, parce que j'avais toujours la vie à vivre, avait toujours des années à venir, avait toujours des gens qui m'aimaient, avait mes enfants,
avait mes petits-enfants, avait Madame Louette, avait moi-même. Après cette nuit, mon Pierre a arrêté de visiter le cimetière. Pas complètement, mais n'allait plus tous les jeudis. Y allait de temps en temps, mais sans ce poids de culpabilité, sans ce désespoir. Il avait laissé Rosalie reposer en paix une fois pour toutes. Et moi, j'ai aussi laissé cette rage reposer, parce que j'ai réalisé que cette rage était envers lui, mais était aussi envers moi-même. C'était de la rage d'avoir accepté être le second choix. C'était de la rage de ne pas avoir eu du courage de partir quand j'en avais la chance. C'était de la rage d'avoir laissé cette peur me paralyser. Plus d'années ont passé, mon Pierre a vieilli plus. Et à la fin, quand il était déjà très malade, dans ses derniers jours, on conversait et il me disait qu'il sentait qu'il avait gaspillé le temps précieux en vivant dans le passé, que s'il pouvait revenir, il ferait différent, qu'il m'aurait choisi vraiment, pas comme second choix, mais comme choix conscient, comme personne qui a compris que Rosalie a eu sa histoire, mais que la vie a continué et que la vie a aussi continué pour lui, qu'il devait vivre cette vie qu'il avait, pas la vie qu'il avait perdue. Mais on ne peut pas revenir. On peut seulement avancer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu mon Pierre à 92 ans. Et quand il est mort, j'ai pleuré. Mais ce n'était pas le pleurer de quelqu'un qui avait perdu le grand amour de sa vie. C'était le pleurer de quelqu'un qui avait passé une vie entière avec une personne, qui avait partagé tant de choses, qui même que cet amour n'était pas parfait, était toujours de l'amour. Et après les funérailles, après que tout s'est calmé, j'ai commencé une nouvelle vie. À 70 ans, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai voyagé, j'ai visité des endroits que je voulais toujours visiter, j'ai lu des livres que je voulais toujours lire. J'ai passé du temps avec mes enfants, mes petits-enfants, j'ai vécu parce que c'est ça que j'ai appris. J'ai appris que nous ne sommes pas victimes seulement de ce que les autres nous font. Nous sommes aussi victimes de nos propres choix, des choses qu'on permet qui arrivent, de la façon qu'on permet qu'on nous traite. J'aurais pu quitter ce mariage. J'aurais pu dire non. J'aurais pu choisir d'être heureuse, même si ça voulait dire être seule, mais je ne l'ai pas fait. J'ai passé 35 ans vivant une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Mais après j'ai appris qu'il y avait toujours du temps, que ce n'était pas trop tard pour recommencer, que ce n'était pas trop tard pour m'aimer moi-même, que ce n'était pas trop tard pour vivre vraiment. Et c'est la leçon que je voulais vous laisser, à vous qui m'écoutez en ce moment. N'attendez pas 35 ans pour découvrir que vous êtes plus important que n'importe quelle relation. N'attendez pas une douleur extrême pour apprendre que vous méritez un amour véritable. N'attendez pas de vieillir pour commencer à vivre, parce que la vie passe vite, beaucoup plus vite qu'on pense qu'elle va passer. Alors, je veux demander une faveur spéciale à vous qui avez arrivé jusqu'ici, qui m'avez écouté cette histoire entière. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, aimez-la maintenant. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne Histoire Grand-Mère, abonnez-vous. Parce que ces histoires que j'ai à raconter n'arrivent à vous que si vous faites partie de cette communauté ici de la chaîne. Et je veux aussi savoir, vous qui m'écoutez jusqu'à maintenant, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Dites-moi un peu de votre histoire. Parce que j'aime savoir qu'il y a des gens réels de l'autre côté qui écoutent, qui ressentent, qui comprennent. Vous êtes très important pour moi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir pleuré avec moi. Merci de comprendre que nous ne sommes pas faibles pour nous être trompés. Nous sommes courageux pour avoir appris. Et je suis reconnaissante de pouvoir partager ça avec vous.